Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de Sciences et technologies du secondaire 4. Aujourd'hui, on va faire la révision sur le chapitre sur l'électricité. Alors, on va commencer par parler de la première expérience que vous avez faite, celle de l'électroscope qui nous a permis de découvrir l'électricité statique. Premièrement, qu'est-ce que l'électricité statique? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'électricité statique, c'est l'accumulation de charges sur un objet. Donc ici, tout le monde a déjà fait de l'expérience de frotter une balloune sur nos cheveux. Mais quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des charges électriques qui sont arrachées des cheveux puis qui vont se coller sur la balloune. Fait que la balloune devient chargée négativement et nos cheveux deviennent chargés positivement. Et comme il y a des charges opposées, ben, nos deux objets, la balloune puis les cheveux, vont essayer de s'attirer l'un l'autre. Par contre, on parle d'électricité statique parce que les charges ne bougent pas. Lorsqu'on parle de courant électrique, le mot courant, ça fait penser à une rivière, de l'eau qui coule. Mais un courant électrique, c'est des charges électriques, c'est des électrons qui circulent dans un fil, donc qui sont dynamiques, il y a du mouvement des électrons. Et quand on parle du courant électrique, c'est le mouvement orienté des électrons. Alors que quand on parle d'électricité statique, c'est des électrons qui ne bougent pas. Il y a plusieurs façons de produire de l'électricité statique. La première, c'est par frottement. Donc ici, c'est pas très compliqué. On a l'exemple à l'écran. On va frotter une tige de caoutchouc avec de la fourrure. Et ce qui va arriver, ben, dans le fond, les électrons vont quitter la fourrure et vont sauter sur la tige de caoutchouc. Ce qui va donner que la tige va être chargée négativement et le chiffon de fourrure va être chargé positivement. Une autre façon de produire de l'électricité statique, c'est par induction. Dans ce cas-ci, on va approcher une boule qui est chargée négativement d'une surface métallique qui est conductrice. Qu'est-ce qui va se passer? Mais premièrement, les électrons à l'intérieur du métal vont être repoussés par les électrons de la tige métallique, et à ce moment-là, ils vont se descendre dans mes deux petites feuilles jaunes en bas. Alors que dans le haut de la boule, ce qu'on va voir, c'est une accumulation de charges positives. Donc l'induction, c'est approcher un objet qui est chargé d'une surface métallique et celle-ci va se charger du signe contraire de l'objet qu'on approche. Enfin, la dernière façon de transmettre de l'électricité statique, c'est par conduction. Ici, c'est assez simple, on a un objet qui est chargé électriquement et il va avoir un contact avec un objet qui n'était pas chargé et lors du contact, les charges vont être transférées sur l'autre objet pour les partager de façon égale. Et à ce moment-là, les deux objets vont se repousser l'un l'autre, et parce qu'ils sont tous les deux chargés de la même façon. Maintenant, on en a parlé un petit peu en présentant les différentes façons de faire de l'électricité statique. Il faut comprendre qu'une fois que les objets sont chargés, ils vont avoir des comportements particuliers. Donc ici, si on a deux corps qui sont chargés de la même façon, donc dans mon premier exemple, où si vous voyez la flèche verte, on a deux boules qui sont chargées négativement, donc ils possèdent la même charge. On va donc observer une répulsion. Même chose pour deux boules qui seraient chargées positivement, c'est la même charge, donc ils vont se repousser l'une l'autre. Par contre, si j'ai deux boules qui ont des charges opposées, donc une négative puis une positive, il va y avoir attraction. Donc ça, c'est important de se rappeler ce comportement des objets qui sont chargés. Maintenant, on a parlé un petit peu d'électricité dynamique tout à l'heure, donc de courant électrique. Aujourd'hui, on va parler de conductibilité électrique. Dans ce que vous avez fait lors de l'expérience numéro 2. On a découvert, on a rappelé, dans le fond, c'est quoi les conducteurs électriques. Donc, si t'es conducteur, ben, c'était généralement fait d'un métal, donc comme l'argent, le cuivre, l'or, le zinc, l'acier. Ou ça peut être une solution électrolytique, comme de l'eau salée. Par contre, on a découvert qu'il y avait des isolants électriques, notamment le verre, le bois, l'air, le papier, le tissu et le plastique. Lorsqu'on a fait l'expérience numéro 3, la guitare avec les fils de différentes longueurs et grosseurs, on a découvert quels sont les facteurs qui influencent la conductibilité électrique. Donc ici, on va se rappeler c'est quoi ces facteurs. Donc le premier facteur qu'on a en le haut de l'image, vous avez des fils de différents calibres, donc de différentes grosseurs. Et plus le fil est petit, plus la conductibilité électrique va être petite. Alors que plus le fil est gros, plus la conductibilité électrique va être grande. Deuxième facteur, c'est la longueur du fil.
Donc ici, plus le fil est court, plus la conductibilité électrique va être grande, alors que plus le fil est petit, plus le fil est long, plus la conductibilité électrique va être petite. Donc plus c'est court, plus c'est bon, plus c'est long, moins c'est bon. Et enfin, le troisième facteur, c'est la conductibilité électrique et la température. Donc ici, plus un corps est chaud, donc plus les molécules dans le fil se déplacent et plus c'est difficile aux électrons de voyager. Donc à ce moment-là, plus c'est chaud, moins c'est conducteur. Tandis que plus c'est froid, plus c'est conducteur. Maintenant, les schémas électriques. Pour produire un schéma électrique, vous aurez à en faire un ou deux dans l'examen, vous devez connaître certains symboles. Fait qu'ici, le symbole que vous avez à l'écran, c'est le symbole pour une source de courant. Donc ici, que ce soit une pile ou une petite génératrice, c'est le symbole qu'on utilise pour représenter la source de courant. Maintenant, ce symbole, c'est le symbole de l'interrupteur, qu'on a déjà utilisé, qui ressemble à peu près à ce qu'il y a à l'écran. Maintenant, le symbole ici, c'est le symbole de l'ampoule. Ensuite, ce symbole, c'est le symbole de la résistance. Ici, on a le symbole pour l'ampèremètre. On a le symbole ici pour le voltmètre. Et enfin, ce symbole qu'on n'a pas utilisé encore, vous allez le rencontrer dans l'examen. C'est pas important de savoir comment l'utiliser vraiment, ni le reproduire. Vous devez juste le reconnaître, même si je vous dis c'est quoi. C'est une diode électroluminescente. Donc, quand vous allez rencontrer ce symbole-là, ça va être le symbole d'une diode électroluminescente, et ça va être précisé dans la question. Maintenant, on va parler des grandes mesures qu'on peut prendre dans un circuit électrique, notamment la tension, l'intensité et la résistance. Donc ici, cette image-là, je vous en ai déjà parlé. Je fais un petit retour sur cette image. C'est une représentation, dans le fond, d'un circuit électrique. On a à gauche l'anode. L'anode, c'est la borne qui possède les charges négatives. Et là, quand on parle de charges négatives, on parle d'électrons. Tandis qu'à droite, on a la cathode. La cathode, elle est chargée positivement. Donc ici, les électrons qui sont chargés négativement vont être attirés par la cathode et ceux-ci vont se déplacer dans un fil conducteur. Plus la différence de charge entre l'anode et la cathode est grande, donc plus cet écart est grand, plus les électrons vont vouloir circuler. Et cette différence de potentiel, c'est ce qu'on appelle la tension qu'on mesure avec les volts, donc le voltmètre. Quand les électrons peuvent circuler dans le circuit, dans le fil conducteur, ils vont se déplacer de l'anode vers la cathode. Ça, c'est le sens réel du courant électrique. Donc, le courant électrique, on a découvert que c'était des électrons qui circulent dans un fil. Donc, c'est les électrons qui partent de l'anode et qui traversent le fil pour se rendre jusqu'à la cathode. Donc, qui partent du moins vers le plus. La quantité d'électrons qui circulent dans un fil à chaque instant, à chaque seconde, c'est ce qu'on appelle l'intensité du courant. Donc, l'intensité, c'est la quantité d'électrons qui circulent dans mon fil. La tension, c'est la différence de charge entre mon anode et ma cathode. Puis plus elle est grande, plus mes électrons vont vouloir circuler dans mon fil. Donc à ce moment-là, plus l'intensité dans mon fil va être grande elle aussi. Et enfin, la résistance, c'est les appareils qu'on peut avoir entre mon anode et ma cathode qui vont consommer une partie de l'énergie électrique et qui va donc ralentir le mouvement, la quantité d'électrons qui circulent dans mon fil. Maintenant, le voltmètre, l'ampèremètre. Le voltmètre qui mesure les volts, qui mesure la tension, l'ampèremètre qui mesure l'intensité, qui mesure les ampères. Comment on les utilise? Mais ici, premièrement, l'ampèremètre, on doit le brancher en série. Ce qui veut dire qu'il doit être à l'intérieur de mon circuit. Il doit être branché vraiment là, un à la suite de l'autre avec les appareils qu'il veut mesurer le courant. Donc, on voit dans mon schéma qu'il n'y a aucune séparation de mon courant électrique. Tout mon courant électrique doit passer dans mon ampèremètre. Et si on regarde dans mon schéma de droite, où on voit dans le fond le dessin des appareils, le courant électrique sort de ma source, rentre dans mon ampèremètre, qui prend une mesure, et il va sortir de mon ampèremètre, va aller dans ma résistance pour revenir dans ma source. Donc, il n'y a vraiment là aucune division qui se produise.
Tandis que le voltmètre, lui, c'est le contraire. Le voltmètre est branché en parallèle, c'est-à-dire qu'on doit le prendre et le brancher aux bornes de l'appareil duquel on veut prendre sa tension. Donc, dans mon schéma, on voit très très bien que l'électricité qui arrive à ma résistance peut passer à travers la résistance ou se séparer et rentrer dans l'embranchement pour le voltmètre. Et si on regarde, le schéma avec les dessins à droite, on voit l'électricité qui sort de la source, qui se dirige vers la résistance, et lorsqu'elle rentre dans la résistance, il y a un petit chemin aux bornes de la résistance de chaque côté qui permet d'aller dans le voltmètre puis d'en ressortir pour revenir dans le circuit. Donc ça, c'est comment on branche un voltmètre. Donc courage, il n'en reste pas beaucoup. On va parler maintenant de l'expérience numéro 4, la loi d'Ohm. Donc ici, la loi d'Ohm, c'est une formule toute simple. U est égal à RI, où U représente la tension qui est en volts, R c'est la résistance en ohms et I c'est l'intensité en ampères. Donc lorsqu'on va avoir U, R ou I, donc deux de ces variables, on peut trouver la troisième. Ici, je vous rappelle le triangle, où vous avez tout simplement caché la variable qui est votre inconnue pour savoir c'est quoi le calcul à faire. Donc ici, je vous encourage, dès que vous recevez votre examen, faire le triangle URI et ça va vous aider, dans le fond, à résoudre les problèmes. Maintenant, avec la loi d'Ohm, on a aussi vu la loi de la puissance. Donc, la puissance électrique, P, E accent aigu, est égale à UI. Donc, la puissance électrique, c'est en watts. U, c'est toujours la tension en volts. I, toujours l'intensité en ampères. C'est dans le fond ce qu'on va voir sur exemple nos ampoules, où il est marqué 60 watts. Donc 60 watts, c'est la puissance de mon ampoule. On a aussi vu l'énergie électrique. L'énergie électrique, sa variable, c'est E, qui est l'énergie consommée dans le fond par un appareil, et c'est calculé en joules. Et c'est égal à P fois delta T, P qui est la puissance en watts, delta T l'intervalle en secondes. Par contre, l'énergie électrique peut aussi être calculée en kilowattheure. Donc, si mon énergie consommée est calculée en kilowattheure, il faut que ma puissance soit en kilowatts et mon intervalle de temps en heures. Donc ça, c'est un petit détail qu'il faut tenir compte dans nos problèmes selon ce qu'on demande dans l'énoncé. Enfin, il reste deux types de circuits qu'on a vus. On a le premier type de circuit, comme celui que vous avez à l'écran, qui est un circuit en série. Donc, les appareils sont branchés les uns à la suite des autres et il n'y a aucune jonction pour se séparer, puisque le courant pourrait se séparer. Tandis qu'ici, vous avez le deuxième type de circuit, qui est un circuit en parallèle. Et là, on voit bien qu'après avoir passé dans mon interrupteur, mon courant qui descend peut bifurquer vers la première ampoule ou continuer à descendre pour aller vers la deuxième ampoule. Quand il va avoir fini de traverser les deux ampoules, le courant va finir par se rejoindre avant de revenir à la source. Et c'est donc ce qu'on appelle un circuit en parallèle. Avec ça, je viens de terminer la matière pour l'examen. Je vous souhaite bonne étude. Je vous souhaite bonne chance et joyeuses fêtes aussi.